cette façon de jouer, eh bien, c'est parce que la région... comment il a appelé ça le professeur? J'avais l'expression, c'est la zone... Voilà. On vise la zone sinistrée. Mais quand vous venez mettre une force multinationale dans la zone sinistrée, vous comprenez que les stratèges militaires deviennent très nerveux. Ils disent, mais alors si le président Mobutu a ça ici, si le président Mobutu demande aux Français de ne pas bouger, tout le travail qui a été fait là tombe à l'eau. Donc la zone sinistrée reste au Congo et personne ne va avoir la possibilité d'aller attaquer militairement cette zone-là. C'est là que va donc se déclencher toute la campagne anti-française qui va amener les Français à quitter, effectivement, avec l'opération turquoise. Mais que se passe-t-il le mois de juillet? Le 22 juillet, le président Bill Clinton signe un décret qui demande effectivement que, eh bien, une opération militaire soit organisée, mais pas une opération militaire, s'il vous plaît, une opération humanitaire. Je reviendrai là-dessus. La suite. Alors, l'occupation territoriale des troupes du FPR au mois de juillet 1994 est dans celle-ci. Donc vous voyez que ici, ça c'est les zones occupées par le FPR. Donc voilà les gens qui sont militairement en voie d'extermination, c'est-à-dire que bon, ça c'est l'armée Tutsi qui est en train d'être exterminée. Parce que, en fait, vous aurez remarqué qu'on a organisé sciemment une confusion entre les civils Tutsis qui ont été victimes de massacres et d'extermination et les rebelles Tutsis qui eux menaient la guerre, mais qui sont au plan militaire. Il y a une confusion là. On ne veut pas préciser les choses de cette façon-là parce que si vous confondez objectivement les civils qui sont victimes de massacres, massacres dans lesquels vous êtes des acteurs militaires actifs, parce que vous êtes Tutsi, vous vous mettez avec ces civils-là en donnant l'impression que vous subissez le même sort, vous comprenez que la propagande a été efficace parce que les gens n'ont pas eu cette distinction que les scientifiques peuvent faire assez facilement. Donc voilà, donc ces gens qui sont en capacité, dont les Tutsis sont en voie d'extermination bien entendu, et la carte, et là vous allez vous rendre compte que il y a deux chercheurs américains, le professeur Stam et Davenport, qui sont des professeurs de l'université du Michigan, qui sont des professeurs de sciences politiques, sont arrivés à la conclusion qu'au fur et à mesure que les Tutsis étaient exterminés, au fur et à mesure que l'armée rwandaise avançait, les forces armées de la terre, l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame avançait sur le territoire, les Tutsis étaient victimes d'exactions et par les Tutsis. Mais lorsqu'ils ont fait cette démonstration à Kigali, on leur a donné 24 heures pour quitter le territoire. C'est les Américains. Donc, alors, ça devient intéressant. Non, c'est la carte c'est bien fait. Hein. Ça n'est pas très vite. Bon, alors, vous voyez que la situation militaire au 9 août, et je reviendrai sur l'affaire du président Clinton tout à l'heure, voilà la situation militaire. Vous voyez toutes ces enveloppes-là. Les militaires de l'état-major comprennent très très bien les enveloppes, ce que ça veut dire. C'est l'occupation militaire du FPR. Et vous aurez remarqué que Gisenyi Goma, vous avez beaucoup d'enveloppes. Merci. Vous avez beaucoup d'enveloppes. Là, le FPR est au bord de votre pays, en position renforcée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant qu'ils mènent donc cette offensive militaire, vous voyez qu'il n'y a plus de Hutu ici, hein, l'armée Hutu n'est plus là, ils commandent quasiment tout le Rwanda. Ils ont poussé les populations ici, ils sortaient par Goma, et une autre partie de la population sortait par Bukavu. C'est comme ça que le Congo va être progressivement, sous la pression militaire, menacé d'invasion. Alors, la suite, c'est s'il vous plaît Alors là, le Congo est mort. Mais beaucoup d'officiels congolais à ce moment-là, zaïrois, ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que moi je vais comprendre là? C'est que, en fait, cette pression des réfugiés est ce que moi j'ai qualifié d'invasion masquée du Congo.
parce qu'on ne vous attaque pas frontalement, on pousse les réfugiés chez vous, et on va vous dire que vous avez des génocidaires chez vous. Et donc ces génocidaires méritent qu'on vienne les chercher. Je ne sais pas pourquoi ils ne demandent pas aux Congolais de régler le problème, et ils veulent venir militairement sur le territoire en sachant bien qu'ils violent la souveraineté. Et donc, on a donc tous ces camps de réfugiés. Vous voyez, il y a 1 million environ de population au Zaïre, 900 000 Rwandais, etc. Carte suivante, je vais aller vite maintenant pour qu'on puisse... Alors, voilà les organisations humanitaires qui sont au Congo et au Rwanda. Et pourquoi ils se taisent depuis des années? Et ils commencent tous à dire, oui, il y a des génocidaires là-bas. C'est le même discours que le FPR. Et je lis, effectivement, je suis tombé sur les rapports internes de Médecins Sans Frontières, parce que j'ai pu obtenir toujours des documents et des preuves. Quand le FPR tuait les Hutus qui travaillaient pour Médecins Sans Frontières, on ne disait rien. Mais quand l'armée gouvernementale Hutu tuait les Tutsis, on disait qu'il y a extermination. J'ai ça dans les documents internes de Médecins Sans Frontières. Carte suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai remis les photos parce que beaucoup de Congolais ou de jeunes Congolais qui sont dans ça ne savent pas que c'est ça que le Congo va affronter en 1994. C'est ça. Donc, carte suivante. Vous voyez, les Français sont dépassés par le nombre de réfugiés, des gens qui quittent le pays en masse pour entrer dans le Congo. Donc ils disaient que les Français étaient... c'est eux qui ont poussé les gens à aller... C'est pas sérieux. Quand on venait de faire la démonstration sur le plan militaire, vous comprenez que les soldats français sont dépassés. Comment ils peuvent contenir tous ces gens? Carte suivante, s'il vous plaît. Voilà ce que le territoire zaïrois va recevoir comme réfugiés. Donc Monseigneur est ici, il aura peut-être l'occasion de vous dire, ça dépassait les capacités d'accueil du Congo Zaïre à l'époque. Carte suivante. Voilà ce qu'on va retrouver sur le territoire zaïrois. Et là, personne ne dit rien en disant que ces gens ont vocation à rentrer. Je peux revenir sur les détails. Hein. J'ai une amie japonaise qui travaillait au sein de ACR. Pour les chercheurs, c'est important de noter le nom, Madame Masako Yonikawa, qui a fait un très bon livre sur les réfugiés rwandais au Congo. C'est très important, un travail de recherche très important, très bien documenté. Alors, la suite des opérations. Alors, je reviens donc à notre cher ami Roger Winter, que vous ne connaissez pas, ce que j'appelle l'acteur de l'ombre. Alors, ce monsieur qui était en 1996 en train d'organiser une réunion, vous allez le retrouver au Congo, dans l'affaire du Congo, en train de travailler avec Laurent Désiré Kabila à Kigali à mettre les rebelles, dont les Banyamulenge, qui avaient décidé de combattre le maréchal Mobutu, ou en tout cas qui revendiquaient leurs droits, parce que c'était ça, les choses étaient formulées comme ça, même si par la suite c'est devenu une tentative de renverser le maréchal. Donc Roger Winter va organiser ces gens-là à Kigali. Et j'ai un certain nombre de documents le concernant, c'est pas un souci. Et lors de ces auditions au Congrès, M. Winter organise des contacts entre les rebelles et les autorités de Washington à Kigali avant leur attaque contre le Congo en 1996, qui était considérée comme ce que les Congolais considèrent comme la première guerre du Congo. Mais la deuxième guerre du Congo. Hein. Bon, dernier élément, la suite des éléments. Voilà donc la figure que vous ne connaissez pas, qui a participé à la déstabilisation du Congo, qui a mis le Congo dans la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Ensuite, M. Roger Winter, évidemment, sera décoré, comme vous le voyez, la haute distinction du Rwanda pour service rendu. Ensuite, je vous parle donc, pour finir, de deux opérations. Le président Clinton signe au mois de juillet 1994 une mission humanitaire, comme je vous disais tout à l'heure, mais en fait qui est une mission militaire puisqu'elle porte le nom de code de l'opération Supolo.
soutenir l'espoir, donner de l'espoir, etc. Et pour être bref, parce que j'ai une petite surprise pour vous, l'opération Support Hope ne figure dans aucun document. Vous ne le verrez nulle part. C'est quand j'ai publié mon livre, je crois, sur le rapport entre la France, le rôle de la France, machin, que j'ai décortiqué cette affaire en montrant comment toutes les armes ont été envoyées en Ouganda avec les forces spéciales américaines, et de l'Ouganda, ils ont tout transféré à Kigali, 94, mois juillet et le mois d'août. L'attaché militaire américain qui était à Kinshasa a été dépêché à Kigali. Pour aller faire quoi? Selon ses propres dires, j'ai les preuves, les documents, former les officiers de l'armée patriotique rwandaise. L'opération Gabriel, qui est une opération britannique, aussi vous ne trouverez ça nulle part, qui est supposée être une opération humanitaire. La question que je me pose, c'est l'opération turquoise est créée le 22 juin 1994. Pourquoi tous ces gens ne viennent pas dans l'opération turquoise, puisque ce sont des pays membres du Conseil de sécurité, participer à la mission pour que tout le monde voit effectivement ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire un peu d'action clandestine, ils ont la capacité de contrôler les Nations Unies, et donc ils peuvent mener un peu le boulot discret au sein des Nations Unies. Mais non, ils ont pris, parce qu'ils savaient que le contrôle de l'armement dont le FPR avait besoin pour renforcer sa position militaire était important. Il fallait donc effectivement les mettre dans la discrétion et sous leur pouvoir discrétionnaire. Alors, voilà, je vous révèle là une carte d'état-major très intéressante qui explique qu'est-ce qui va se passer avec votre pays, pourquoi on est dans le silence. Voilà, vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui sont là, regardez les États-Unis, à Goma et à Kigali, pour renforcer l'action du FPR avec le nombre de personnes. Donc c'est une carte du renseignement militaire que j'ai obtenue et qui permet effectivement d'expliquer en quoi consistait effectivement l'action de Support Hope et de l'opération Gabriel. Et pour aller à la suite, eh bien, les médias étaient aussi là. Mais on n'a jamais parlé de l'action secrète des États-Unis à ce moment. Et donc, j'en ai terminé, je pense que c'était la dernière carte, n'est-ce pas? Alors, comme je ne voulais pas uniquement parler, j'espère quand même que celle-là, elle va marcher. Bon. Alors vous aurez l'occasion de voir la vidéo qui n'a pas été revue. Heureusement que j'ai anticipé, je pensais, j'ai été inspiré, je vois par mon Seigneur, de faire cette vidéo en entier. J'ai vu moi le président Tshisekedi. À cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit beaucoup de choses et j'ai tout écrit ici. Je dis, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Une armée républicaine. Aujourd'hui, cette armée-là, ailleurs, quand on parle de coup d'État ailleurs, si on fait un coup d'État ici, ça sera encore un de ces côtés-là qui viendra. Top les yeux. Il faut refonder l'homme congolais. Moi j'ai commencé un plan de formation populaire avec les jeunes autour de ce que j'appelle l'esprit Muziro. Il y avait 5 aspects dans ce livre de l'esprit Muziro.
il faut refonder notre Congo. Nous avons touché les fonds. Et vous les jeunes, c'est à cela que je vous appelle. Quelque part dans l'évangile, le Christ dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous périr. Nous devons nous convertir au patriotisme et l'amour de ce pays. On m'a montré ce qui risque d'être le Congo de demain, pas demain, même aujourd'hui. Hier, on avait passé aux réseaux sociaux un pasteur qui est en train de prêcher. Il dit, d'ici peu, le Kivu, depuis Touri jusqu'à Uvira, ça sera une nouvelle république. C'est un pasteur. Hein? Et le Maniema sera notre ferme. Moi, pendant 10 ans que je suis là, j'ai fait des ateliers, des messes et des ceci. Et je suis arrivé à la conviction, suivez-moi bien parce qu'il y a beaucoup de pasteurs ici. La prière, la messe, les cultes n'ont jamais arrêté la guerre. La prière, les messes, je ne vois bien. C'est tout. Purement scientifique, nous sommes prêts sur le plan scientifique, sur le plan historique et sur le plan militaire, sans pour autant pleurnicher pour faire la guerre, non seulement au Rwanda, mais également à toutes les puissances. Soyez concis. Charles, tu es venu nous parler de ton livre. C'est le titre que nous avons vu. Je me pose la question de savoir combien de Congolais, combien d'intellectuels dans cette salle ont lu ce livre. Combien l'ont touché même. Alors, je me suis dit, je vais faire bénéficier à cette assemblée juste d'un petit paragraphe de ce livre que... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser la question? Oui, monsieur Charles a exposé sur le livre. Est-ce que vous pouvez poser la question? On n'expose pas le livre. À la page 166, on nous parle de Laurent Désiré Kabila qui se savait désormais en danger. Son proche conseiller, Kabisa Boniface, explique: lorsque, attaqué de toutes parts, le président Laurent Désiré Kabila arrive à Bruxelles en 1998, au moment de rencontrer les parlementaires belges, puis le roi, je m'empresse de récupérer son manteau. Je crains surtout qu'il soit mis entre des mains suspectes et lui soit rendu inhibé de substances toxiques et dangereuses. Certains membres du protocole n'ont pas apprécié mon attitude et ont tenté de me persuader de leur remettre le manteau du président. Ce que je refuse avec fermeté. Mais le président Kabila a observé la scène. À la fin de la rencontre, il vient reprendre son manteau et me demande c'est quoi cette guerre de manteau que tu as engagée avec tant de détermination? Je lui explique de sa visite. Il me dit d'un air plus sérieux: enlevez vos lunettes, vous êtes bien naïf, vous croyez que j'ai encore 3 ou 4 ans à vivre? Ils ne me laisseront pas vivant. Ils me demandent des choses que je ne peux pas donner. Mon pays n'est pas
pays vivra enfin libre. C'est pas encore le temps. Voilà. Merci beaucoup pour la lecture. Suivez, je vous fais une annonce importante. Nous disons merci à Charles et à l'éditeur pour ces quelques ouvrages qu'il donne aux étudiants de sciences politiques et aux étudiants en communication. J'invite donc le vice-doyen de la faculté des sciences à recevoir les ouvrages pour que vous soyez sûrs, le recteur ne les a pas amenés à son bureau. Et en second lieu, je vois déjà quelqu'un de communication, monsieur le professeur Jean, prendrait des ouvrages pour les étudiants en communication. Merci beaucoup. Être fidèle au premier mot de son hymne national, c'est-à-dire que le moment est venu maintenant pour que le peuple congolais s'élève comme un seul homme pour défendre l'ensemble de ce territoire qui est violé constamment par des forces étrangères, et cela est inacceptable. C'est inacceptable en tant qu'intellectuel et cela est aussi inacceptable sur le plan humain, c'est-à-dire on ne peut pas voir des milliers de femmes violées dans ce pays et des enfants martyrisés dans les mines de coltan, et puis voir des centaines de milliers de grands-pères, de papas, de mamans massacrés tous les jours. Je pense que humainement, ça révolte le monde entier. Et il va falloir qu'en RDC, on soit révolté par rapport à ça, et que aussi en Afrique, que ce que je suis venu faire ici, c'est aussi un message que j'adresse aux Africains, qu'ils ne laissent pas la RDC seule dans cette situation. C'est inacceptable. Les recommandations? Et
Écoutez, les recommandations, je n'ai pas de recommandations à faire, c'est aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités face à la gravité et surtout à la menace de balkanisation devant laquelle se trouve aujourd'hui le Congo. C'est un tournant extrêmement décisif pour le Congo. Soit le Congo, les Congolais ne font rien et le pays sera perdu, soit les Congolais se lèvent, se mobilisent, défendent leur pays et le Congo sera sauvé. Vous aurez sauvé la mémoire de Lumumba, de Kibangu et tous ceux qui se sont battus pour ce pays. Merci beaucoup. C'est fini.